Bonsoir Stéphane Bern. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On parlera dans un instant de cette actualité intense du côté de la monarchie britannique. Mais on commence d'abord parce que je reçois ce soir le nouveau conseiller municipal de Thiron-Gardais, en Eure-et-Loire, chez vous, dans le Perche, avec un score, Stéphane, quasi pas républicain, 97,3%. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'était une élection locale partielle, Ouais. Le maire était démissionnaire. Scrutin de liste? Scrutin de liste, mais vous pouvez rayer les noms. Bon, il y a moins de gens qui ont rayé mon nom que voilà. Donc il y avait 3 noms, une seule liste avec 3 noms. Les gens peuvent rayer. Et j'ai été très bien élu, mais si vous voulez, ça me touche de la part des habitants de Thiron-Gardais. D'abord, ils sont très contents quand on parle d'eux dans les journaux nationaux. C'est le cas ce soir. C'est un petit village d'Eure-et-Loire, absolument charmant, dans le Perche, une région que les gens commencent à connaître parce que il y fait bon vivre. Et j'ai envie de servir la collectivité. Vous êtes un candidat sans étiquette. Vous êtes quoi? Patrimoine et avenir? Vous êtes... J'ai pas d'étiquette. D'abord, personne n'a d'étiquette. C'est-à-dire que on ne sait pas si les autres élus sont de gauche, de droite. On ne sait pas. Ce qu'on fait, c'est uniquement de servir notre petit village et la collectivité, la vie des gens, essayer de la transformer en mieux. Moi, j'essaie de le faire aussi avec le collège que j'ai racheté, que j'ai restauré, que j'ouvre au public à partir du mois de mai. Et avec beaucoup de visiteurs? Beaucoup de visiteurs, 13 500 l'année dernière, c'est pas mal. Pas mal. Non, on essaie, et puis on crée des produits, on essaie de faire en sorte que le patrimoine, si vous voulez, devienne aussi une source économique pour les territoires. C'est aussi un pari. Vous êtes un élu local, vous savez, et vous en avez bien conscience, ce sont les premières cibles des colères, des violences des Français. Ça vous inquiète pas, ça? Mais écoutez, les gens sont plutôt très gentils avec moi. Ils ont bien compris que je faisais pas ça pour être célèbre ou pour me mettre en avant. Non, c'est déjà fait. C'était déjà fait. Donc Ouais. j'essaye au contraire de faire en sorte de servir la collectivité. Vous avez reçu des messages de félicitations? Oui, quelques-uns, voilà. On peut savoir qui? Non, parce que voilà, vous imaginez bien. Non, j'imagine pas, dites-moi. Non, mais voilà, ce qui est amusant, si vous voulez, vous êtes conseiller municipal d'un tout petit village de 998 habitants et vous avez la moitié du gouvernement qui vous envoie des textos pour vous dire que c'est formidable. L'opposition aussi, parce que j'ai des copains un peu partout. Mais je fais pas de politique, mais c'est vrai que ça les a marqués en quelque sorte, comme ça marque les Français. C'est-à-dire, c'est devenu rare de s'engager pour sa commune. Ouais. C'est ça le problème, c'est un problème d'engagement. Et vous savez qu'à chaque remaniement, on parle de vous? Oui, Au ministère de la Culture. Mais je ne veux surtout pas. C'est-à-dire, Ça veut dire que vous avez refusé déjà? Non, alors, on vous l'a jamais honnêtement, proposé. moi, on me l'a jamais proposé. Et votre ami Frédéric Mitterrand, en tout cas, il vous l'avait bien déconseillé? Oui, bien sûr, parce que pour une raison simple, c'est que c'est un chemin sans retour possible après. C'est-à-dire que quand vous faites des émissions sur le service public, vous imaginez bien que c'est notre entité de tutelle. Après, on va pas vous commander des émissions. Plus compliqué. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, non, surtout, c'est volatile, la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec le public. C'est ce que je fais à la télévision. Et avec les concitoyens, c'est ce que je fais dans mon village. Ça se passe bien avec Rachida Dati? Très bien, mais vous savez, c'est ma 5e ministre de la Culture depuis que j'ai une mission présidentielle Patrimoine. pour sauver le patrimoine en péril. Mais elle a plutôt de la bonne volonté. Une bonne énergie. Bonne énergie, elle est politique. J'aimais bien travailler avec Rima Abdul-Malak, mais je vais vous dire la vérité, Rachida Dati, je la connais depuis très longtemps. Ouais. On se connaît depuis très longtemps, on s'apprécie, on se respecte. Et puis ce que j'aime, si vous voulez, c'est qu'elle a un programme qui est de défendre la culture dans la ruralité. Mais souvent, dans la ruralité, le premier contact que les citoyens ont avec la culture, c'est quoi? C'est le patrimoine, c'est l'église, le vitrail, une sculpture, un pont, un lavoir, c'est le patrimoine. Vous dites que le patrimoine, c'est une forme de patriotisme. Oui, c'est-à-dire servir. Oui, parce que cette question et ce mot-là, il est souvent récupéré par l'extrême droite. Non, parce que j'ai fait beaucoup de visites patrimoniales avec Fabien Roussel, qui est élu communiste, et lui défend, par exemple, à Saint-Amand-les-Eaux, on m'a montré tout ce que les élus communistes ont fait pour restaurer des églises, par exemple. Donc ça, c'est important. Non, moi, je parle avec tous les candidats, tous les partis. Mon seul parti, c'est le patrimoine, c'est-à-dire que c'est en dehors des partis. C'est quoi le patrimoine? C'est ce qu'on a reçu des générations précédentes et qu'il faut transmettre dans un meilleur état. C'est de la culture, c'est aussi de l'économie dans les territoires. Souvent, c'est la seule richesse d'un village. Et puis, quand dans la mission, par exemple, je veille à ce qu'il Pour le loto, il y aura 18 sites cette année ? Il y a 18 sites emblématiques sur les tickets. On est obligé de les annoncer, on les voit à l'image. On les annonce avant pour fabriquer les tickets. Et puis ensuite, j'en annoncerai 100 autres au mois de septembre. Mais si vous voulez, on essaie d'avoir un panel le plus large possible. C'est pas que des châteaux et des églises, c'est pas que des monuments protégés, il y a aussi des monuments non protégés. Beaucoup appartiennent à des collectivités locales qui n'ont plus les moyens d'entretenir ce patrimoine. Et puis, il y a des sites archéologiques, il y a des sites
regardez, on a vu là des sites archéologiques, mais aussi des sites liés au sport. C'est l'année olympique, je trouvais normal qu'on fasse un geste en faveur notamment de ce qu'on avait construit en 1924 et qu'on n'avait pas restauré depuis. Vous en pensez quoi, vous, de ce JO bashing un petit peu, ces Français qui disent « Oh, les JO, ça va être beaucoup d'emmerdement finalement, et voilà ». Est-ce que les Français ne devraient pas plutôt se réjouir, se dire « ça va être une fête incroyable, dans des lieux incroyables ». Je suis absolument d'accord avec vous. Je trouve que c'est une formidable opportunité de se rassembler. Je trouve que les opportunités justement pour faire nation, on voit le Grand Palais, pour communier tous ensemble, pour vibrer ensemble, sont devenues tellement rares. On trouve toujours des occasions de se diviser, de se battre. On peut plus parler de rien aujourd'hui sans créer des polémiques. Tout est éruptif et inflammable. Il y a un sujet qui devrait nous rassembler, c'est le sport. D'abord, on en a tous besoin, et puis aussi ces Jeux Olympiques, c'est une fierté pour la France. Et je vois que la ville de Paris aussi met ses plus beaux habits, alors pas que Paris, mais l'ensemble de la France. Non, pour moi, c'est une formidable opportunité de faire nation et de se sentir bien tous ensemble. Vous ne trancherez pas, vous êtes ni hidalguiste ni datiste. Non, mais je fais pas de politique. Il se trouve que je m'entends bien avec la ministre, mais avec Anne Hidalgo, vous savez, d'abord elle m'a demandé d'être dans le comité pour la défense, pour réfléchir ce qu'on allait faire de la place de la Concorde. Elles ont toutes les deux besoin de vous, quoi, en fait. Mais moi, je travaille avec tout le monde. Quand je parle de patriotisme, c'est là. Je suis là pour servir mon pays et pas pour servir un camp ou un autre. Stéphane, autre question. Pas une journée en lisant la presse, les réseaux sociaux, sans lire une illustration de l'homophobie qui s'exprime toujours au quotidien, notamment chez les plus jeunes. Il a été pour vous complexe, rude, ce chemin-là, ce parcours-là. Vous avez été l'un des premiers, je crois, à poser à la une de Paris Match à l'époque avec votre ancien compagnon. Est-ce que ça a été... Je l'ai refait avec le nouveau, avec le nouveau. Celui avec qui je suis vraiment paxé. Très jolie photo qui a été prise au bal de la Rose. Voilà, mais je vais vous dire pourquoi. Moi, je fais du soft power, ce qu'on appelle quelque chose de léger. Je ne suis pas un porte-étendard. Je ne suis pas là pour revendiquer ma vie privée. La seule chose, je pense que si les gens sentent que vous êtes amoureux, que vous êtes solide, que vous faites pas n'importe quoi, que vous êtes responsable et que vous êtes heureux, je crois que c'est un bon message que vous envoyez. J'avoue que Yori publie un certain nombre de photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux de notre vie. Et les gens sont toujours très positifs. Jamais je n'ai une attaque homophobe. Donc, je ne peux pas dire que j'en ai été victime. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, bon, à défaut d'être compréhensifs, en tout cas m'ont laissé vivre. Je crois que c'est plus difficile dans certaines cités ou certains quartiers de vivre son homosexualité. Stéphane, autre actualité, celui de la monarchie britannique. En un message tardif, la princesse de Galles a fait taire la rumeur. Est-ce qu'elle l'a fait, selon vous, parce que cette information, cette vérité-là, elle pouvait aussi sortir avant dans la presse? Est-ce qu'il y a eu une accélération? Il y a eu une accélération. D'abord, il y a eu quelques faux pas aussi de la part des communicants de la famille royale. L'histoire de la photo retouchée, etc. Immédiatement, les complotistes se sont ligués sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a cette tentative de piquer son dossier médical à l'hôpital. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que on aurait pu avoir accès vraiment à son dossier. Donc, elle a été obligée de communiquer. Elle l'a fait avec des mots justes, très forts, bouleversantes. Je l'ai trouvée vraiment étonnante. Elle va bien. Elle dit que c'est un cancer. Je trouve que vous l'avez très bien dit dans le sujet du 20h. Ce qui est formidable, c'est que ça aide des gens, des femmes de 42 ans se disent peut-être je vais me faire dépister. Elle a envoyé un message de solidarité avec tous les malades du cancer. J'ai eu la douleur de perdre mon frère aîné qui avait 59 ans d'un mélanome. J'ai pris conscience qu'au fond ça n'arrivait pas. C'était autour de nous. Un Britannique sur deux est touché aujourd'hui par cette maladie. Donc il faut briser ce tabou et en parler. Stéphane, l'après Elisabeth II s'annonçait compliqué. Le roi, un cancer. Kate, un cancer. Les relations William-Harry. C'est une année horribilis, comme l'aurait dit la reine? Différente. Une année certes difficile, mais différente. La solidarité du peuple britannique est assez incroyable autour de sa famille royale. Vous savez, je me souviens d'une phrase de Frédéric Mitterrand qui me disait, il m'expliquait, on discutait souvent ensemble de à quoi servent ces rois. Ils incarnent, ils vivent en pleine lumière ce que chacun de nous vit dans l'ombre. Et donc ils nous montrent le pas. Et ils vivent les mêmes bonheurs, mais les mêmes malheurs. Et donc là, vous avez vu la solidarité. Écoutez, c'est incroyable. La princesse de Galles a un cancer, elle l'annonce. Vous avez le président des États-Unis, le président français, vous avez tous les premiers ministres du Royaume-Uni, vous avez le monde entier qui leur envoie des messages. Ça, c'est déjà une preuve que le peuple est soudé et aussi que peut-être on va réfléchir à se faire dépister.